Nous avons déjà pris du retard. La parole est au professeur Sofiane Melki de l'Université de Mostaganem, Algérie. Il va nous parler de l'assistance comme espace de médiation interculturelle, l'hôpital des Trinitaires d'Alger et la mission de Francis 1718-1720. À vous la parole, professeur. Buenos días, señores, señoras, distinguidos profesores, muy buenos días. Pues antes de empezar y antes de presentarles las grandes líneas de esta modesta conferencia, conviene dar las gracias, en primer lugar, a la profesora Raja Yassin Bahri y el director de la academia por los principales artífices de esta jornada y de este encuentro tan importante. A los miembros del comité, científico y a los traductores por la labor que están llevando a cabo haciendo que la conferencia pase de una manera muy bien. Pues en cuanto al tema que les voy a presentar hoy, es más o menos una continuidad de la presentación que ha hecho la profesora Raja Yassin Bahri sobre el diario de Túnez, y lo que me toca presentarles van a ser los 3 primeros tomos del diario de Argel del padre, del padre Fray Francisco Jiménez de Santa Catarina. Pues con la conquista castellana de diferentes territorios del otro lado del estrecho de Gibraltar, iniciada en los años finales de los 500, impulsada tras la toma de Granada en 1492 y impulsada por la unión entre berberiscos y otomanos en la segunda década de los 500, es un acontecimiento y coyunturas que abrieron la puerta a la proyección norteafricana de la monarquía hispánica. Esta proyección norteafricana favorece la creación de una frontera, es que no aparecen, ¿no? En la pantalla no aparecen los... Vale, favorece la aparición de una frontera, la creación de una frontera líquida, como resaltó su... Aquí lo tengo, aquí aparece. ¿El début? Ya. Esa proyección favorece la creación de una frontera, la frontera mediterránea, que era una frontera líquida que separaba, pero al mismo tiempo unificaba ambas orillas del Mediterráneo, como resaltó perfectamente Fernand Braudel en su monografía sobre el Mediterráneo, el mundo mediterráneo en la época de Felipe II. A principios del siglo XVI, entre ambas orillas circulaban cereales, cuero, etc. Pero sí hay un comercio, sí hay un tráfico que se solía... Que pasó desapercibido era el comercio, era más o menos la intensidad de los intercambios a todos los niveles, como el comercio, pero si hay un tráfico... Est-ce que vous pouvez parler plus lentement, s'il vous plaît? D'accord. Porque lo estamos traduciendo, si puede Vale, tranquilo. leer No, comentar. despacito y con buena letra, por favor. Vale. Gracias. Tranquilo. Repito. ¿Quiere que repita lo que estoy diciendo? Pues vale. Como pueden perfectamente leer, en la primera, es que a principios del siglo XVI se sentaron las bases para la creación y la aparición de una frontera. La frontera que separó ambas orillas, la orilla sur mediterránea y la orilla o sea, la orilla sur y la orilla norteafricana. Favoreció la aparición y la creación de una frontera que era una frontera física, geográfica, pero al mismo tiempo una frontera ideológica. Entonces, a partir de ese momento se notó una cierta intensidad de intercambios a todos los niveles, entre los cuales se destaca perfectamente el comercio de especias, el comercio de cereales, pero sí hay un tráfico que se tiende a olvidar, que pasó desapercibido, del cual no se hablaba muy a menudo, era el tráfico de seres humanos entre ambas orillas. Pues eso a favor y gracias al binomio corso o bien piratería, como aparecía en la historiografía de la época, y por supuesto el cautiverio o bien personas encarceladas en los diferentes recintos de reclusión del norte de África. Y a partir de ese momento apareció otro protagonista muy importante, que es el Ordo Sanctae Trinitatis ad Redemptionis Captivorum, que es la orden trinitaria, para una orden más o menos que se encarga para la redención de los cautivos y las tierras paganas, una orden que se fundamenta sobre una idéntica tripartición de los bienes, de las ventas de inmuebles,
obras de misericordias, de las cuales se nota la fundación y la creación de hospitales trinitarios en tierras del Islam, como era el caso de Argel, como era el caso de Argel, la regencia de Argel, y por supuesto el Túnez Beilical, como lo resaltó estupendamente bien la profesora Raja Yassin Bahri. De eso surge la fundación de los 5 primeros hospitales trinitarios en Argel. 5 hospitales ya fundados anteriormente a la llegada del padre de Santa Catalina. Entonces, con la llegada a Argel apareció un estilo, un género literario muy importante, textos, los escritos geográficos, los diarios de redentores, una literatura sobre el cautiverio. Por eso, yo quería empezar con esta primera, este primer folio que puso negro sobre blanco el trinitario Calzado en su primer folio del diario de Argel, diciendo que desde que el Señor me amó a la religión de la Santísima Trinidad, tuve impulsos de ir a los hospitales que tiene en Argel esta provincia de Castilla, a cumplir con el Instituto de Redimir y de la Hospitalidad los cautivos cristianos en sus enfermedades, administrándoles los santos sacramentos y todo lo demás necesario para su alivio espiritual y corporal. Entonces, a partir de ese momento, estas 2 iconografías muy importantes se resaltan dos de los espacios más importantes para la andadura argelina y norteafricana del padre Francisco Jiménez de Santa Catarina, anterior y fundación del Hospital Trinitario San Juan de Mata. La Argel como el capital de la regencia otomana y el doble presidio Oranás y Massaquivir. La iconografía que están viendo en su derecha es una parte del tríptico de Juan de Borgoña que está conservada en la Catedral de Toledo, que representa la conquista por parte de las armas castellanas de la Plaza de Orán, y en la derecha es más o menos Argel, Dar el-Jihad, uno de los baluartes más importantes de los turcos otomanos en el Mediterráneo occidental, a partir del momento en el que el Mediterráneo se convirtió en un lago otomano. Sí. Y ahora presento la parte más gorda de mi trabajo. O sea, los 3 primeros tomos de la obra de Jiménez son, el primero lleva el título del viaje de Argel. Es un tomo muy importante que abarca unos 391 folios rectos y vueltos, conservados todos en los fondos de la Real Academia de la Historia de Madrid. El segundo tomo es también un tomo muy importante que abarca un total de 450 folios rectos y vueltos sobre el Argel, en el cual el trinitario resalta más o menos su vida de casi 2 años intramuros de la capital argelina. Y a continuación se nota el tercer tomo, que es también de suma importancia porque es la continuidad del segundo, que abarca un total de 463 folios rectos y vueltos. Este primer tomo, o sea, estos 3 primeros tomos son más o menos los tomos escritos en Argel por la pluma de un trinitario Calzado, un cristiano, un trinitario, un religioso trinitario, en una tierra que le era totalmente hostil a él mismo como religioso y a su orden redentora. Además del diario de Argel, en el diario de Túnez, como hemos escuchado perfectamente en la presentación anterior, hay otras obras, otros escritos emparentados a su pluma. El diario de Túnez, que es la continuidad de la estancia magrebí del padre Jiménez, y hay un manuscrito muy interesante que pasó desapercibido, que ha sido encontrado en los fondos de la Biblioteca Nacional de Madrid, que es un extracto que escribió el padre Jiménez sobre la historia de Túnez, especialmente sobre la conquista de la Goleta por parte de Carlos V. Es un texto muy interesante, es un Pascual Gayangos que está en los fondos de la Sala Cervantes de la Biblioteca Nacional de Madrid. Y además de eso, otra obra anexa en el tercer tomo del diario de Argel, que es Noticias históricas de los hospitales de Argel. Es una obra fundamental para el conocimiento, para estar al tanto en cuanto a esta mecánica, a esta labor, a la vehemencia que tuvieron los padres trinitarios para el rescate de los cautivos y especialmente para la asistencia física y corporal de los cautivos, tanto de particulares, los del Beilik o los cortados, los que no tuvieron aquella suerte de ser rescatados un día. Ahora, entonces, hablando de esta parte anexa en el tercer tomo, es una obra dentro de una obra. Es decir, es una obra que abarca
un total de 32 capítulos, es decir, un total de 331 folios rectos y vueltos sobre la fundación de la ciudad de Argel, sobre la llegada de los turcos otomanos, sobre la economía, sobre la política, sobre las mujeres, sobre los matrimonios mixtos, sobre la llegada de los moriscos, sobre la llegada de los turcos otomanos, sobre el diwan, sobre los muftíes, sobre la estructura interna y externa de la ciudad. Entonces, esta obra también merece que sea más o menos objeto de estudio por parte de hispanistas y por parte de españoles para que sea, digamos, conocida esta obra que pasó totalmente desapercibida. Y ahora, como pueden ver en esta pantalla proyectados, dos crónicas muy importantes anteriores a la llegada del padre Jiménez. La primera lleva el título de la Fundación Histórica de los Hospitales de Argel, escrita por el padre Silvestre, y la segunda la del padre Losada. Dos obras muy importantes utilizadas por el padre Jiménez para la redacción de su obra manuscrita, que es el Diario de Argel. A lo largo de los folios del Diario de Argel se nota que el padre trinitario, que Jiménez, citaba muy a menudo, especialmente en los apartados relativos a la creación, a la fundación de los 5 hospitales, como vamos a ver a continuación. Partiendo de los datos que nos facilita Jiménez en el Diario de Argel, podemos tener esta cronología relativa a la fundación de los hospitales de Argel. Pues los padres Lorenzo de Figueroas y Córdoba, obispo de Sigüenza, adquirió en 1594 un juro con una renta anual de 205.000 maravedíes. Los trinitarios asistían a los cautivos de Argel. Entre 1595 y 1602, Juan de Palacios y Pedro Serrano fueron en Argel y fundaron, antes de que sea un hospital, era antes una cofradía que ingresó un total de 704 cautivos cristianos. En 1609, Juan de Águila, Bernardo de Monroy y Juan de Palacios continuaron la misma misión llevada a cabo por el obispo de Sigüenza. Entre 1617 hasta 1622, la política de tolerancia con los trinitarios se va a interrumpir, porque el padre Bernardo de Monroy fue encarcelado por conspirar, por ser considerado como espía y por conspirar contra el rey de Argel hasta su muerte. Entonces, en 1663, los trinitarios de Argel recibieron desde España y de Américas una limosna de un total de 45.000 pesos para reconstruir un hospital. El hospital, consolidar y ampliar la sanidad en Argel intramuros. En 1664, 5 hospitales en Argel que disponían de 26 camas, un presupuesto anual de 17.550 reales y gestionados por un administrador general. Pero cuando llegó el Trinitario, no era necesario contar con los 5 hospitales. Todos desaparecieron y se quedó uno, que era el Hospital Trinitario de Argel, que tenía un administrador general, y cuando llegó el padre Trinitario era considerado y adquirió el puesto de predicador mayor del hospital. Y lo pueden leer perfectamente en el último folio del primer tomo, cuando dijo... había también, ¿dónde está? Hoy se han reducido todos al Hospital de la Santísima Trinidad. Entonces, todos los hospitales se redujeron a un solo. Entonces, gestión del Hospital Trinitario en la época de Jiménez, entonces, la gestión del hospital recaía sobre las espaldas de un administrador general, que era una figura clave que supervisaba la asistencia médica y espiritual e incluso la administración económica. El administrador era Fray Francisco Navarro, administrador a principios del siglo XVIII, encargado de la supervisión diaria y la gestión económica del hospital. Encargaban al administrador y el predicador mayor, es decir, Navarro y Jiménez, visitaban a los enfermos, verificaban el suministro de los alimentos, de los medicamentos y las condiciones hospitalarias. En cuanto al apoyo espiritual, el padre Jiménez con el administrador aseguraban la celebración de misas, de festividades litúrgicas, aliviando al peso moral del cautiverio de los cautivos cristianos. Porque a la sombra de la desgracia se les permitía a los cautivos, dentro de los diferentes recintos de reclusión, de celebrar misas. E incluso la llegada del padre Jiménez colaboró y favoreció este hito fundamental en cuanto a la presencia de cautivos cristianos en Argel. Pues el Hospital Trinitario era más que un centro de salud.
era un enclave de caridad, de espiritualidad, de diplomacia y, por supuesto, en un territorio fronterizo como el caso de la regencia de Argel de la época. El hospital era un centro integral porque era un único establecimiento cristiano operativo en Argel. Fue consolidado tras el bombardeo francés de 1686, centralizando los servicios dispersos. Conoció luego, cuando llegó el padre Jiménez, conoció una cierta ampliación de las diferentes infraestructuras, una ampliación de la enfermería, adquirió nuevas camas, un personal, un cirujano, enfermeros, una botica para las medicinas, una entrada independiente para entrar al hospital, que no eran las mismas entradas que llevaban de pegados al hospital. Era integración, un lugar de socorro, un refugio para los cautivos, un centro de encuentro para redentores y cónsules. Un núcleo de conocimiento, pues, que contaba con una biblioteca que contaba un total de 280 volúmenes, con el hospital como un centro de erudición musulmán. Y para una mejor ilustración de la labor, digamos, trinitaria en Argel, podemos ver en este óleo sobre el lienzo de Vicente Carducho, en el cual se ve perfectamente la labor trinitaria, las negociaciones que llevaban a cabo los padres trinitarios con los beyes, con los para el rescate de los cautivos. En este caso, se ve perfectamente que un trinitario calzado le da al bey, o bien al dey, una noticia en la cual se apuntaban una lista de cautivos que se tenían que rescatar. Son todos cautivos de rescates. Una vez rescatados, se pueden ver a los padres trinitarios sobre las mulas salir con los cautivos rescatados que llevan un gorro rojo para que sean identificados a diferencia de las diferentes etnias que vivían en la regencia de Argel. Y finalmente, la salida de la redención que lleva a cabo al total de los cautivos rescatados, y pueden ver perfectamente esta imagen mitificada y mitificadora en la cual se ve perfectamente la galera amarrada en el puerto de Argel, que no tiene vela, pero el padre trinitario con la capa que tiene hace que se propulse el barco para que saliera desde la regencia y lleva a cabo a los cautivos a sus tierras prometidas. Entonces, además del hospital de Argel, es muy importante resaltar que el principal propósito del padre Francisco Jiménez de Santa Catarina al redactar sus 3 tomos argelinos era el hecho de fundar, no solamente en Argel, pero de fundar en la ciudad de Orán, en el presidio de Orán, un hospital trinitario. Ya como lo ha resaltado perfectamente esta mañana el profesor Bernard Vincent, la ciudad de Orán conoció una presencia castellana, o sea, ha sido conquistada por parte de los españoles en 1509. Es decir, desde 1509 hasta 1792 era un presidio mayor de la monarquía hispánica. A lo largo de ese tiempo se nota un paréntesis de 24 años. Desde 1708 hasta 1732, estos 24 años, la plaza de Orán conoció la recuperación, o sea, su recuperación por parte de los turcos otomanos encabezados por el dey de Máscara, el dey Mustafa Bushlar. Entonces, la llegada de Jiménez coincide perfectamente con este bey, con quien intentó más o menos negociar la fundación y la creación dentro del presidio oranés, un hospital para la asistencia espiritual y corporal de la totalidad de los cautivos que quedaban como cautivos una vez reconquistada y retomada la ciudad. Pues la fundación del hospital en Orán fue el objeto. La fundación de un hospital en Orán fue un objeto prioritario para el trinitario Jiménez, buscando alivio corporal y espiritual para los cautivos cristianos. Pues llega en 1700, o sea, tiene licencia en 1717, llega a Orán el mes de mayo de 1718, intenta negociar con el bey. Queda 2 semanas en Orán, negocia con el bey de Máscara la fundación de un hospital, no lo consigue, no lo logra, y luego lo que tenía que hacer es zarpar hacia la ciudad de Argel, en la cual ya había 5 hospitales cristianos para la asistencia corporal y física de los cautivos. Pues se le denega por completo, sale de Orán, a pesar de sus gestiones, el bey de Orán denegó la concesión de una licencia al padre Jiménez,
para la fundación de este sanatorio, frustrando su propósito. Pues una vez en Argel, como predicador mayor, sigue con la idea que tenía antes de salir de España, la de intentar gestionar una licencia desde Argel, esta vez, para conseguir del BEI y del DEI de Argel una licencia para intentar más o menos levantar lo que podría ser un futuro hospital, o bien un pequeño sanatorio para los cautivos cristianos. Denegadas estas peticiones, el único remedio que le tenía, o sea, que le quedaba al trinitario Calzado era el hecho de zarpar, de salir de Argel rumbo a Túnez, donde consiguió más o menos ver que el sueño que tenía se concretizará. Es decir, consiguió del DEI de Túnez, o sea, unas cuantas ventajas y unos cuantos privilegios para levantar aquí en Túnez lo que podría ser conocido más tarde como el Hospital Trinitario San Juan de Mata, eso a pesar de las dificultades que tenía con la propaganda fide vaticana y por supuesto con la orden de los franciscanos o de los capuchinos, que querían acaparar las limosnas que venían desde América, las limosnas que venían desde España para fundar este Hospital Trinitario. Pues aquí intenté más o menos ilustrar con algunas partes del primer tomo del Diario de Argel, en donde se lee perfectamente. La letra es muy fácil, se puede leer perfectamente el diario. Es decir, cito, dice Jiménez, el domingo 1, las unidades temporales son muy importantes, como lo ha resaltado perfectamente la profesora Laya Yassin Bahri, cuando redactaba su diario, las unidades temporales son muy importantes. Escribía a diario y cada día se separaba por 3 periodos, el día, la tarde y la noche. Entonces, con una tremenda, una escrupulosa exactitud, resaltaba todo lo que ocurría, tanto en Orán, en Argel y, por supuesto, en Túnez, a lo largo de los 15 años de su estancia tunística. Aquí, por ejemplo, cuando ya consiguió, por ejemplo, su licencia para salir de España y ir a Argel, haciendo escala en Orán, dice, habló el padre Fray Teodoro Albey y le pidió licencia para que nos dejase entrar en la plaza a Diego, el cirujano, y luego mandó al araés que nos trajese. Y vinimos por la tarde y nos fuimos a aposentar en la casa del cónsul inglés que estaba en Orán, que nos recibió con gran agasajo, asistiéndonos con todo lo necesario de cama y comida, y salió a la orilla del mar a reconocernos. Una vez en Orán, se fueron él y sus colegas a visitar al Bey. Dice, el viernes 6 de mayo, día de San Juan, padre Fray Teodoro en casa del cónsul inglés, en una sala que oyeron muchos cristianos, y tuve cerrada la puerta para que ningún infiel entrase a hacer alguna inadvertencia. Y no pude decirla por no haber otras cosas, y no poder expresar por mi debilidad. Fuimos a ver al Bey, que estaba en un barrio del patio de la Alcazaba o Palacio, y le besamos la mano. Y nos despedimos. Vimos el baño de los cristianos donde los tienen y encierran de noche para sacarlos a trabajar, para trabajar. Entonces, la mayor parte de los folios del primer tomo son más o menos relativos a esta voluntad, a este anhelo que va a ser frustrado luego de la fundación en Orán de este hospital para la asistencia de los soldados cristianos y españoles que quedaron como cautivos. El lunes 9 de mayo, dice, se confesaron cerca de 30 cristianos y comulgaron, y entre ellos han venido algunos ya mozos que cautivaron siendo niños y no han visto en su vida decir misa, ni sacerdotes. Es decir, que la presencia sacerdotal, la asistencia sacerdotal, ni siquiera ha sido conocida por parte de algunos de los cautivos que ya han sido cautivados ya desde una edad muy temprana. Por la tarde mandó el DEI que bastante tiempo hemos estado en la plaza y así que nos vamos a bordo. Se han liberado en esta ocasión 4 cautivos. Jaime Colas, que nos costó su rescate 80 pesos, Francisco Molina, que costó su rescate 300 pesos, Matías Navarro, a quien dio el Bey libertad, y Pascual de Argel, que costó unos 500 pesos, rescate de los 4 cautivos de la Plaza de Orán. Entonces, eso grosso modo lo que quería resaltar. Además, la importancia de los folios
del diario de Argel y del viaje de Argel, que era el primer tomo, quería resaltar que es una obra que pasó inmerecidamente desapercibida y cuya dilatada extensión hizo que pasó desapercibida. Sigue pendiente de investigaciones y actualmente se intenta más o menos llevar a cabo una labor de transcripción de la obra, adaptando el texto arcaico a las normas académicas sintácticas actuales para que sea más o menos un texto, una referencia para cualquiera de las personas que quieren trabajar sobre las regencias, tanto la regencia de Argel como la regencia de Túnez, intentar más o menos conocer la estructura de los diferentes países magrebíes en cuanto a su relación con la monarquía hispánica. Y seguramente me he dejado muchas cosas en el tintero, pero estaría encantado de contestarles a sus preguntas si las habría. Muchas gracias. Merci, professeur Melki. Il nous reste 3 communications plus le débat. Et la séance est censée se terminer à 13h30. Alors, j'invite les intervenants à respecter donc le temps qui leur est imparti. Les 2 prochaines interventions sont à distance, en visioconférence. La première est celle du professeur Francesco Caprioli. Est-ce que le professeur Caprioli est là? Muy buenos días a todos. Voy a compartir mi PowerPoint. Bienvenue, professeur Caprioli, Muchas gracias. professeur donc à l'Université autonome de Madrid et à l'Université de Cantabrie, où il a obtenu son doctorat, et spécialiste de la mobilité ou des mobilités sociopolitiques des chrétiens convertis à l'islam dans l'Empire ottoman. Vous avez la parole. ¿Se me escucha bien y se ve el PowerPoint? Perfecto. Pues deseo ante todo expresar mi más sincero agradecimiento a la organizadora de este congreso, la profesora Raja Yassin Bahri, por su amable invitación y por brindarme la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre mi trabajo en curso. Lamentablemente, por motivo personal, no me ha sido posible viajar a Túnez y entonces voy a intervenir a distancia. Antes de entrar en el núcleo de mi intervención, quiero, sin embargo, hacer una breve aclaración que considero necesaria para precisar el enfoque desde el cual empezaré. Aunque en el centro de mi análisis se sitúan las representaciones visuales tales como cartas náuticas, mapas y dibujos o miniaturas de ciudades portuarias magrebí, no abordaré estas fuentes desde la perspectiva de un historiador del arte o de un experto en cartografía renacentista. Mi formación es la de un historiador político especializado en diplomacia mediterránea de primera época moderna. Entonces, desde esta óptica, me propongo interrogar las imágenes que presentaré a continuación con el propósito de alcanzar 2 objetivos principales. El primero consiste en reconstruir el conflicto entre la monarquía hispánica y el Imperio Otomano en el Mediterráneo del siglo XVI a través de dichas representaciones visuales, es decir, de los puertos norteafricanos. Estas imágenes, de hecho, no solo reflejan la realidad geopolítica de la época, sino que también ofrecen una narración estratificada y a menudo orientada a la transmisión de mensajes políticos e ideológicos muy claros. Y el segundo objetivo es comprender cómo dichas representaciones contribuyeron a modelar una percepción precisa del conflicto. Las imágenes no se limitaban a ilustrar, sino que participaban activamente en la construcción de un relato del presente y en su posterior transformación en memoria histórica. La intervención se estructurará en 2 partes. En la primera ofreceré una panorámica del conflicto hispano-otomano en el ámbito mediterráneo, y en la segunda me detendré en 2 casos de estudios emblemáticos sobre los cuales estoy actualmente trabajando. En su conjunto, esta exposición, muy breve, nos permitirá observar cómo las representaciones iconográficas de las zonas portuarias del Magreb reflejaban y al mismo tiempo influían en la percepción del enfrentamiento entre la monarquía hispánica y el Imperio Otomano.
La evolución de las cartas náuticas entre los siglos XIII y XVII da testimonio de manera elocuente de los profundos cambios en los equilibrios políticos del Mediterráneo. En particular, el área geográfica en la que nos centramos hoy, el Magreb, constituye un ejemplo paradigmático de dicha transformación. Si durante los siglos medievales la región era representada en la descripción de cartógrafos viajeros árabes como una de las dos orillas al Batán de un espacio islámico único e interconectado, en el transcurso del tiempo fue progresivamente redefinida como Dar al-Harb, es decir, la morada, la casa de la guerra, el lugar por excelencia del enfrentamiento entre el mundo cristiano y musulmán. Esta transformación de perspectiva no fue repentina, sino que se desarrolló gradualmente entre finales del siglo XV y la primera década del siglo XVI. Como todos sabemos, la conquista del último reino nazarí de Granada en 1492, Isabel de Castilla y Ferdinando de Aragón inauguraron un ambicioso proyecto de expansión política y religiosa que, cruzando el estrecho de Gibraltar, aspiraba a extender el dominio hispano a lo largo de todo el norte de África, desde más o menos Melilla hasta Trípoli, con la ambición de llegar incluso a Jerusalén. En este contexto, la monarquía hispánica logró efectivamente conquistar varias ciudades portuarias del Magreb. Sin embargo, las aspiraciones iniciales pronto se vieron confrontadas con la realidad. La complejidad del entramado político norteafricano, unida a los recursos limitados asignados por Fernando de Aragón, transformó el sueño de Isabel de Castilla en una conquista, como dijeron los historiadores franceses a principios del siglo pasado, restringida casi exclusivamente al litoral magrebí. El panorama cambió de manera radical con la toma de Argel a comienzos de la década de 1520 por parte de los hermanos Barbaroja, corsarios musulmanes al servicio del sultán de Estambul. A partir de 1520, Argel se convirtió en la auténtica espina clavada, podemos decir, en el flanco de la presencia española en el norte de África, una fortaleza otomana que nunca sería conquistada por los españoles y cuya transformación en capital de la provincia de Jazair y Gharb en 1545 marcó el fin del ideal expansionista isabelino nacido en 1492. Esta preocupación por Argel no se agotó en el siglo XVI, sino que continuó siendo una constante también a comienzos del siglo XVII, como lo demuestra de manera particularmente elocuente un dibujo en color de 1621 que representa ambas orillas del Mediterráneo. Nos situamos aquí en el principio del reinado de Felipe IV. Y en las 2 décadas anteriores sabemos que Felipe III había intentado conquistar Argel al menos en 3 ocasiones diferentes. La ciudad, ya fortificada y sólidamente defendida, se había convertido en un objetivo estratégico inalcanzable. En el dibujo que aquí os presento, Argel ocupa una posición central y desproporcionada. Su puerto, representado con una escala exagerada, se extiende hasta rozar idealmente las costas de Mallorca. Este exceso no es en absoluto fortuito. El autor, permanecido anónimo, pretendía claramente subrayar la amenaza que Argel suponía para las costas meridionales de la península ibérica y para las Islas Baleares. En ese sentido, el dibujo debe ser interpretado como una representación política tanto como cartográfica. Su intención parece evidente: instar a Felipe IV a retomar los proyectos militares de su antecesor y promover una nueva campaña argelina, con el objetivo último, lógicamente, de destruir el puerto corsario y neutralizar la base otomana más temida en el Mediterráneo occidental. Sin embargo, dentro de la retórica imperial otomana que concebía al sultán como guía del mundo islámico, el Mediterráneo era percibido de manera ambivalente, periférico en el plano simbólico, pero central desde el punto de vista estratégico. Esta tensión, por ejemplo, se expresa claramente en la reintroducción a finales del siglo XVI del mapa mundi del geógrafo persa Al-Qazvini de época medieval, que fue retomado en atlas y compendios geográficos otomanos a principios del siglo XVII. En dicha representación, el Mediterráneo aparece como un espacio marginal respecto al núcleo del universo otomano. Sin embargo, su importancia política y militar no era en modo alguno ignorada. Así lo demuestran, por ejemplo, representaciones cartográficas más específicas, como el portulano de Hajj Ebul Hassan,
elaborado durante el reinado o el sultanato de Solimán el Magnífico. En este mapa, las ciudades portuarias del Magreb se presentan como fortalezas imponentes coronadas por banderas de la dinastía Osmanli. Se trata de un mensaje visual inequívoco. El Mediterráneo meridional está bajo el control de la Sublime Puerta, fruto de la campaña otomana de Solimán el Magnífico, conducida a lo largo de las primeras décadas del siglo XVI. Descendiendo a un análisis más detallado, es posible identificar tanto en el ámbito hispano como en el otomano una diversidad de ejemplos que enriquecen y matizan el relato del conflicto. Uno de los episodios más significativos en ese sentido es la conquista de Orán en 1509. La empresa, fuertemente promovida y financiada por el cardenal Cisneros mediante los fondos procedentes del arzobispado de Toledo, fue presentada desde un inicio como una cruzada en toda regla. Su dimensión simbólica quedó fijada en la memoria colectiva española a través de una serie de frescos realizados por Juan de Borgoña en 1514 en el interior de la Catedral de Toledo. En dichas imágenes, el cardenal, en su doble condición de autoridad religiosa y política, en tanto que era regente de Castilla, aparece representado como un guía espiritual y militar de una acción santa, una cruzada contra un puerto musulmán que es conquistado gracias a la intervención divina. Un segundo ejemplo particularmente elocuente es la conquista de la goleta de Túnez en el verano del 35, representada en el célebre ciclo de tapices La conquista de Túnez, obra del artista flamenco Juan Cornelis de Vermeyen. En esta narración figurativa de la campaña, Carlos V, el emperador, aparece investido simbólicamente como Carolus Africanus, una clara alusión a Escipión el Africano, héroe paradigmático de las guerras púnicas. El paralelismo entre dichas guerras y el conflicto hispano-otomano resulta manifiesto aquí. Carlos V lidera una expedición militar destinada a liberar Túnez, que había caído el año anterior bajo control otomano tras su conquista por el almirante otomano Ajereddin Barbarroja. Carlos V derrota a los otomanos, expulsa a Barbarroja y restituye el trono de Túnez al sultán local, Muley Hassan, quien a cambio se convierte bajo una capitulación en vasallo del emperador Habsburgo. En este caso, la representación iconográfica de la toma del puerto de Túnez no se limita a celebrar una victoria militar, sino que edifica y redefine la imagen de un emperador triunfante en múltiples dimensiones políticas, religiosas y económicas. El mensaje de gran potencia simbólica que se dirige a través de la corte cristiana de toda Europa en aquel momento es impactante, inequívoco. Carlos V desde entonces es el auténtico paladín de la cristiandad. También en el ámbito otomano encontramos diferentes ejemplos de propaganda política. Un caso emblemático es el Kitab Bahriye del célebre corsario, navegante y cartógrafo turco Piri Reis. Un análisis atento de las diversas ediciones de este libro de la navegación revela la atención especial concedida a los puertos del Magreb y de todo el Mediterráneo en general. No obstante, junto a esta dimensión propagandística, porque el Kitab Bahriye fue entregado como regalo al sultán otomano, representando un poco el dominio que ese sultán Solimán I había logrado a lo largo de su sultanato, el Kitab Bahriye cumple también una función militar muy concreta. Se trataba de una herramienta práctica destinada a mercaderes, corsarios y comandantes de la flota otomana. Además de describir rutas y puntos de desembarco, proporcionaba información útil para las incursiones militares. Qué puerto cristiano estaba mejor defendido, cuáles resultaban más vulnerables, dónde se podían efectuar acciones corsarias. En una versión, por ejemplo, del siglo XVII del Kitab Bahriye, vemos la ciudad de Catanzaro, en el sur de Italia, que es representada precisamente en función de su posición estratégica y de su fuerte fortaleza, ofreciendo así una mirada desde la óptica otomana sobre el teatro de guerra mediterráneo. Además de la obra de Pir Raish, resulta igualmente interesante mirar en la crónica otomana de la época. A partir de la década de 1530 sabemos que esta crónica comienza a enriquecerse también en el plano visual. Los textos en prosa o en verso se acompañan cada vez más de refinadas miniaturas que ilustran a los protagonistas las ciudades y las batallas. Entre ellas destaca aquí el ejemplo de la Suleiman Nameh de Matrakh Nazou,
una crónica ilustrada del sultanato de Solimán el Magnífico. Una sesión entera de esta crónica está destinada a narrar la campaña naval de Aredin Barbaroja en el Mediterráneo durante la década de 1540, en el contexto de la cooperación franco-otomana. Matrakche, que participó en la expedición naval como oficial genízaro, documenta con minuciosidad el desarrollo de los acontecimientos, ofreciendo una representación tanto visual como textual de la que fue la última gran expedición del almirante Barbaroja. El mensaje aquí es inequívoco. La armada de Solimán había alcanzado tal grado de poderío que ya no se limitaba a realizar incursiones de verano, de carácter efímero. Era capaz de invernar en aguas enemigas, ocupar territorios y ejercer una amenaza constante contra y sobre las costas cristianas. Junto a la representación de ciudades portuarias con fin propagandístico, encontramos también una segunda tipología iconográfica, la representación con finalidad militar. Esta segunda categoría de imágenes surge de una guerra que no se libró únicamente en los campos de batalla, sino también sobre el papel y con la pluma, podemos decir. Una guerra paralela es la guerra que la historiografía ha definido como la guerra de la información. Un caso emblemático lo constituye aquí el dibujo de Argel de 1563 que llegó a manos de los miembros del Consejo de Guerra de Felipe II. El plano fue realizado por un grupo de prisioneros cristianos que lograron escapar de la mazmorra de Argel. La información recelada durante su cautiverio fue transformada en un documento cartográfico que se consideró de tal valor que fue incluido entre los archivos de la más alta institución militar de la monarquía, con el propósito de diseñar durante la década de 1560 tanto planes de conquista de la ciudad como operaciones de sabotaje contra la marina argelina. También en el ámbito otomano sabemos que dinámicas similares estaban plenamente operativas. Como ha señalado Feridun Kara Mustafa en sus investigaciones, los espías al servicio del sultán proporcionaban regularmente planos y dibujos de ciudades mediterráneas. Uno de los ejemplos más valiosos ofrecido por el investigador turco es el plan de ataque otomano contra la isla de Malta, elaborado durante la primera fase del sitio en la primavera-verano de 1565. Se trata con toda probabilidad de un dibujo realizado directamente sobre el terreno por parte de un miembro de la expedición naval otomana con el objetivo de informar de manera inmediata a la Sublime Porta sobre el desarrollo de la campaña en curso. Me dispongo a abordar la segunda parte de mi intervención presentando dos breves casos de estudio sobre los cuales estoy actualmente trabajando. El primer caso se refiere a una news map. Como ha ilustrado recientemente Jessica Meyer en un brillante artículo publicado en Renaissance Quarterly, la Newsmap constituye una forma particular de representación cartográfica en la Europa del siglo XVI, concebida para responder a la creciente sed de información de la élite europea, cada vez más implicada en los conflictos y transformaciones políticas que ocurren en el Mediterráneo. Estas cartas, planos impresos y difundidos con rapidez, ofrecían una narración visual de los acontecimientos contemporáneos, de manera análoga a lo que hacían los avisos impresos o manuscritos analizados por diferentes estudiosos contemporáneos. En el caso que aquí presento, la News Map ofrece una representación del puerto de Gerba o de los Helves, conquistado por la flota española en 1560 y en ese mismo año sitiado y conquistado por la flota otomana. El autor, que ha quedado anónimo, especifica en el pie de la imagen que el evento representado está todavía en curso, porque dice que con la ayuda de Dios se espera que esto permitirá resistir a los cristianos, defenderse de la llegada de la armada turquesca o de la armada otomana. Es precisamente esta alusión en el pie de página de esta imagen y a la definición del resultado militar lo que confirma lógicamente la categoría, la naturaleza de news map de esta obra. Como suele suceder en este tipo de representación, la imagen condensa como una suerte de fotografía sinóptica una serie de momentos distintos que el espectador es invitado a descifrar mediante otras fuentes, lecturas y saberes previos. A partir de estos elementos, es posible intentar una primera datación precisa de la escena representada en la News Map de Gerba.
al mismo tiempo formular hipótesis sobre la información que se utilizó para dibujar este plano. En este proceso, la documentación otomana es la que mejor nos ayuda. Un orden del sultán enviado a su gran almirante Piale Pasha, fechada en junio de 1560, permite establecer con precisión el momento claves de la campaña. Sabemos, por ejemplo, que la flota otomana llegó a Gerba en la noche del 9-10 de mayo y que el primer ataque naval tuvo lugar el 11 de mayo contra los cristianos. En esta fase inicial, algunas galeras, las papales y la toscana, se retiraron, mientras que otras buscaron refugio en el puerto fortificado por los soldados entrincherados en la ciudadela construida y fortificada por el duque de Medinaceli, el virrey de Sicilia. Otro dato esencial para la datación de la estampa es la ausencia en la imagen de Turgut Reis, conocido en las fuentes cristianas como Dragut, figura clave de esta intervención. Según las fuentes, este corsario llegó a Gerba únicamente el 15 de mayo de 1560 para reforzar el ataque al mando de Piale Pasha. Este detalle entonces permite acotar con precisión el marco temporal representado en el mapa de Gerba. La escena ilustrada en la impresión se sitúa muy probablemente entre el 10 y el 15 de mayo, es decir, en un momento álgido, momento importante de la crisis antes de la intervención decisiva del corsario Turgut Reis. Y ahondando en las posibles fuentes de este mapa, una primera hipótesis apunta a la densa red de avisos que circulaban por la Italia durante la campaña. En particular, si nos detenemos en la noticia difundida entre Messina y Roma durante la segunda mitad de mayo de 1560, encontramos una sorprendente coincidencia entre los detalles aportados en los informes textuales y aquellos que fueron representados por este autor anónimo en el mapa de Gerba. Al pasar al segundo caso de estudio, culminamos entonces este breve recorrido regresando y moviéndonos del plano de ciudades al ámbito de las miniaturas otomanas. Esta vez puesta al servicio de la celebración épica de los protagonistas de la guerra hispano-otomana en el Mediterráneo del siglo XVI. Nos detenemos en efecto en una valiosa serie de miniaturas que ensalzan las gestas del general otomano Khoja Sinan Pasha durante la campaña otomana de Túnez del verano del 1574. Estas imágenes se encuentran en el Fetih-Nameh, la crónica de la conquista, una obra poética en verso compuesta por Rumuzi, poeta otomano activo en la corte otomana durante la segunda mitad del siglo XVI. Rumuzi, nacido en Estambul en la década de 1520, fue fruto de las escuelas imperiales de la capital otomana, destinado a la formación de la nueva élite burocrática del imperio. Tras una sólida educación, estuvo al servicio de la Cancillería Imperial, fue nombrado, por ejemplo, secretario tesorero imperial en Egipto, y en 1570 participó, por ejemplo, en la expedición militar en Yemen, dirigida por el propio Khoja Sinan Pasha. Fue en esta ocasión cuando el general Khoja Sinan, reconociendo las dotes literarias del poeta, le encargó una obra celebrativa que inmortalizase sus hazañas, reforzando así su posición en la corte de Murad III. El mismo esquema se repitió tras la victoriosa campaña norteafricana de 1574. Algunos indicios contenidos en el texto del Fetih-Nameh, entre ellos la referencia, por ejemplo, a Khoja Sinan Pasha como Sadrazam o Gran Vizir del Imperio Otomano en época ya de Murad III, sugieren que la obra dedicada a la conquista de Túnez fue redactada en una segunda fase, probablemente hacia 1580, en un momento en que la posición de Khoja Sinan en la corte otomana de Estambul se hallaba en entredicho, amenazada por sus rivales políticos. El texto poético entonces se transformó así en un poderoso instrumento de legitimación en manos de Khoja Sinan. Sin adentrarme aquí en los detalles del contenido y de la estructura de la obra bastante complicada de Rumuzi, estudiada de forma encomiable, por ejemplo, por el historiador turco Emir Tulum, me gustaría detenerme brevemente en el análisis de sus miniaturas. En la edición príncipe del Fetih-Nameh se han identificado bien 13 miniaturas y la mayoría de ellas constituyen un testimonio visual extraordinario de la toma otomana de Túnez de 1574. Las miniaturas se suceden
con un ritmo vertiginoso, como si de una secuencia cinematográfica estuviéramos o se tratase. Verso tras verso, imagen tras imagen, como vemos aquí, Rumuzi conduce el lector a través del asedio y de la caída progresiva de las fortificaciones españolas, que una tras otra las estructuras construidas para defender el puerto y la ciudad sucumben bajo el avance otomano. Una de las escenas culminantes está dedicada, por ejemplo, a la conquista de la Goleta, fortaleza estratégica construida por los españoles, y a la presentación, como vemos aquí, de los prisioneros españoles delante del comandante de la expedición, Khoja Sinan Pasha. Se trata de un momento de alta carga simbólica y de intercambio cultural, intensificado también por esa dimensión visual. La humillación del adversario se convierte en objeto de celebración imperial y de memoria pública, con el claro objetivo de exaltar no solamente la gloria del general Khoja Sinan, sino también la superioridad militar de la Sublime Puerta sobre la corte española de Madrid. Entre los episodios finales representados en la miniatura figuran también uno de los momentos más dramáticos de la campaña, por ejemplo la toma de la ciudad de Túnez y el asedio al llamado Bastione, es decir, la Ars Nova, una fortificación construida por Gabriel Serbelloni, comandante de los españoles, ya en el verano de 1533 y defendida por este capitán a lo largo de todo el verano de 1534. El relato en verso y imágenes de la conquista otomana de Túnez culmina con el asalto final a comienzos de septiembre del 74 a la Ars Nova, a esta fortaleza, y con la redención definitiva de todo el ejército español. Las miniaturas no solo ilustran la derrota militar, sino también la destrucción sistemática de las fortificaciones cristianas, especialmente de la Goleta. El empleo de pólvora para volar cada estructura defensiva tenía, según el poeta Rumuzi, un propósito muy claro: impedir que en caso de reconquista por parte de los españoles, la ciudad pudiera ser nuevamente fortificada por los enemigos de la fe. Se trata de una victoria total que trasciende el plano estrictamente bélico, porque cada escena que representa la caída de las defensas hispánicas glorifica la capacidad estratégica y militar de Khoja Sinan Pasha, convirtiéndole en héroe imperial y en símbolo de superioridad otomana en el norte de África. La destrucción entonces del puerto de Túnez y de la Goleta, tal como aparece representada en dicha miniatura, señala el fin de la ilusión española de poder controlar de manera estable el Magreb mediante la estrategia de los presidios concebida ya en tiempos del cardenal Cisneros. Muchas gracias por vuestra atención y estoy a vuestra disposición por cualquier tipo de pregunta o duda sobre esta presentación. Merci, professeur Caprioli. Nous passons directement à la communication suivante du professeur Sadr Boubacar de la faculté des sciences humaines et sociales de Tunis. Est-ce qu'il est en ligne? Moi, je suis en ligne, mais je vous vois. Je ne sais pas si vous me Oui, voyez. s'il vous plaît. Si vous Moi, je pouviez- suis en ligne, mais je ne sais pas si la vidéo Il y a pas fonctionne. on ne vous voit pas. Moi, je vous vois. Allez. Oui, on l'entend, mais on ne voit pas si ça. Hein? Ah, apparemment, vous auriez un problème avec votre caméra, mais de toutes les façons, on vous entend. Bon, bah, tant pis. Elle est fermée, apparemment, votre caméra serait fermée. Non, pas du tout. Elle n'est pas fermée. Elle est pas fermée. Ah, voilà, là, en principe, on devrait vous voir. Là, On voit votre nom. Est-ce que vous voulez prendre quelques instants pour voir régler ce problème et on passe directement à Madame Baccar. Le temps ah que oui, vous oui, réglez. aucun problème.
aucun problème. Alors, on passe directement à Madame Alia Bakar qui est dans la salle. Madame Alia Bakar, qui est professeure émérite de littérature française, membre de l'Académie, membre du département des lettres de l'Académie, va nous parler du transfert de culture, transfert de langue en Méditerranée. Vous avez la parole. On reviendra au professeur Sadr Boubacar après. Vous voulez être ici. C'est comme vous voulez. Allez, tu es assise, comme de quoi vous faites, vous me dites. C'est toi qui choisis. Je m'assieds, là, il y a le truc. J'ai marqué. Je vais حتى لها تنجم تجيب لها صحيح. Voilà, c'est mieux. Moi, je vous emmène dans tout à fait en dehors des belles choses que nous avons entendues et vues tout à l'heure. Il est question de transfert de culture et le transfert des langues en Méditerranée. À la suite, donc, depuis la nuit des temps, la mer Méditerranée a occupé une place de choix dans la carte mondiale, ce qui a entraîné, dès le bas Moyen-Âge, de multiples contacts directs et indirects entre les peuples et à un braquage humain qui a brouillé les cartes géographiques, historiques, idéologiques et culturelles. Les événements réels proches de l'épopée méditerranéenne à l'époque moderne, les contacts et les échanges qui en ont découlé, les témoignages écrits, légués par les siècles qui ont... les écrits légués par les siècles passés ont concouru à la transmission de fort riches que je ne peux bien évidemment évoquer dans le cadre étroit de notre communication. Je me contenterai donc aujourd'hui de rappeler le legs touchant au monde marin et au transfert des langues et des cultures effectuées. Cet apport se manifeste tout d'abord pour nous, lecteurs du XXe siècle, par le vocabulaire arabe intégré dans la langue française. Il m'a paru intéressant de consacrer une étude systématique à ces emprunts lexicaux de l'arabe classique aux différentes formes des dialectes du Moyen-Âge au XVIIe siècle. J'ai choisi le XVIIe siècle parce que c'est le siècle sur lequel j'ai le plus travaillé ma thèse, etc. Comme nous le savons, le vocabulaire français propre à la marine provient en partie des langues étrangères, dont la langue arabe, l'espagnol et l'italien. Quel est donc ce transfert de vocabulaire maritime qui a enrichi la langue française et quel en a été l'usage au niveau de la création littéraire?
si le temps nous le permet. Nous pouvons le classer en 5 catégories. Les professions, les embarcations, les emplacements et les notations géographiques et astronomiques touchant à la navigation. Il s'agit d'une liste exhaustive de 66 mots tirés et attestés par les dictionnaires qui font école dans ce domaine. Penchons-nous tout d'abord sur le monde les professions. Je ne vais pas vous parler justement de tous les problèmes qui ont eu lieu en Méditerranée sur place, mais la conséquence de cela sur la langue. Donc, parmi les premiers termes empruntés par la langue française, dès le XIe siècle, 1080, on peut citer le mot amiral, Amir el-Bahr, qui veut dire le chef de la mer. Il a pris le sens en français d'une force, c'est le commandement d'une force navale, puis est devenu une dignité indiquant le grade le plus élevé dans les milieux marins. Vient ensuite au XIIe siècle, en 1100, truchement, torchmen, qui a le sens d'interprète et qui occupait également cette fonction sur les galères des pays du Levant. Ce n'est que plus tard, au XVIIe siècle, que le mot « qalfat » est intégré. Il provient de l'arabe « qalfat » et il désigne l'homme qui garnit les toupes goudronnées les interstices de la coque du navire pour le rendre étanche, autrement dit, pour calfater un vaisseau. Au XVIe siècle, plus précisément en 1520, apparaît le mot argousin, évoquant l'officier des galères chargé de la garde des forçats. Il dérive lui-même de l'espagnol alguacil. J'espère que je prononce juste. Alvacil est du portugais al-bakti, tous deux de l'arabe al-wazir, le conseiller. Ceux que l'on appelle les mariniers ont également mis à l'honneur un lexique. Ainsi, dès le XIIIe siècle, en 1200, le charpentier technicien compétent indispensable à la bonne tenue du navire utilise l'arcane, qui est la craie rouge, pour tracer son ouvrage sur les pièces de bois. Or, il s'agit là d'un mot découlant de el-henna, henna, le henné, écorce de feuilles séchées, pulvérisées en poudre et permettant de teindre en rouge les cheveux, les mains et la plante des pieds. Pour ce faire, j'ai bien évidemment, pour réunir tout ce vocabulaire, j'ai consulté les dictionnaires universels de Furtière, les glossaires nautiques, l'encyclopédie Larousse, l'histoire de la langue française, etc. Mais les gens de la mer n'ont pas seulement légué des termes et entré à l'habillement. Ils ont aussi légué des tactiques guerrières comme l'algarade, qui est une attaque violente et imprévue dérivant qui est une attaque à main armée, fort pratiquée par les troupes qui combattent tant sur terre que sur mer. Ce terme est emprunté en 1549 à l'espagnol El Guarada, excusez ma prononciation, mais enfin je fais de mon mieux. D'autre part, dans le monde de l'aventure marine, le hasard joue un rôle souvent important dans le déroulement de l'action.
Il est utilisé vers 1150, dérivant de l'arabe le jeu de dés, car ces derniers étaient décorés sur l'une des deux de leurs faces par une fleur, zahr. Il a été transmis par le lexème espagnol azar. Concernant les embarcations, au XIIe siècle, apparaît dans la langue française le mot carac, de l'italien carraca, provenant de carraca. Ce mot désigne en arabe un ancien navire à l'aspect imposant, très haut sur mer, contrairement à la galère. Sambouk provient de sambouk, par l'intermédiaire du terme portugais sambuco, et provient en France en 1500. C'est un navire arabe que l'on retrouve surtout en mer Rouge. Au XVIe siècle, en 1566, apparaît patache par l'intermédiaire de l'espagnol patage, excusez toujours la prononciation, enfin c'est comme ça, pour indiquer un navire de guerre léger. Il est emprunté à l'arabe batas, qui est un bateau à deux mâts. Patachier est un douanier qui arme une barque dite patache. Au XVIIe siècle, plus précisément en 1111, fut adopté felouk provenant de folk, fuleka, qui indique une embarcation, esquisse, barque, arche. Plus tard apparaît ganja, kange, est un mot dérivant dès 1661 de l'arabe égyptien gandja. Il indique une embarcation légère, étroite et rapide, servant la navigation généralement sur le Nil. Certains mots à des parties du navire ont une origine arabe. En 1512, Gum, Rumil, et qui a transité tout d'abord le latin médiéval à gumen, puis l'italien gumena, et qui évoque le long cordage utilisé galère, et en 1694, fargue de falca, puis du latin médiéval falsa, et qui indique le bord d'une embarcation où on a pratiqué une entaille pour permettre aux rames de passer à bâbord. Au XVIe siècle, le terme goudron est adopté en 1647. Son origine provient de l'arabe égyptien qatran. Il s'agit d'une substance visqueuse et noirâtre servant à calfater les navires. Au milieu du XIIIe siècle, en 1250, le terme arsenal est adopté. Il a été transmis par l'ancien vénitien Arzano. Il provient du mot dar sinea et a le sens en arabe de maison de l'artisanat. Il indique en français le lieu où on réunit tout ce qui est nécessaire à la construction, l'armement et à la réparation des navires de guerre généralement. Alors, beaucoup de choses. Au XVIe siècle, en 1641, s'ajoute à cette liste le mot tarif, de l'italien tarifa. Il provient de l'arabe tarif, qui veut dire faire connaître quelque chose ou quelqu'un
ainsi que c'est une définition, détermination, notification. Il prend le sens en français de montant du droit que l'on doit acquitter. Enfin, au XVIIe siècle, en 1673, aval, de l'italien avallo, est emprunté à l'arabe hawala, qui est le transfert d'une créance sur un tiers. Il définit en français l'engagement par lequel un homme s'oblige à payer un effet de commerce. Dans cet ordre d'idées, il convient de citer les mots suivants. Gabelle, qui apparaît dès 1330, et l'impôt sur le sel, car il découle d'al-qabala, qui est l'impôt indirect sur le sel. Puis, il a désigné par analogie l'impôt sur diverses denrées. Et dès le XVIIe siècle, l'administration chargée de recevoir cet impôt, il a été transmis par l'intermédiaire de l'ancien provençal Gabelle. On relève en 1555 Arabe, dont l'origine est al-Riba, quatrième de Arba'a, 4. C'est une mesure de poids encore utilisée en Espagne, Portugal et Amérique du Sud et dénommée arroba. Le milieu naturel touchant à la mer et dont tient compte la navigation a, pour sa part, contribué à l'enrichissement d'un vocabulaire propre à la géographie physique et climatologique. D'ailleurs, la parenté des termes latins géographia et arabe geographia témoigne de l'interférence lexicale du monde occidental et oriental. Concernant la géographie physique, on peut classer dès la fin du XIVe siècle Dars, dérivant également de Dar Sinéa, puis de l'ancien génois Dar Sena, et qui indique en Méditerranée un bassin étroit où une flotte peut venir se réfugier en temps de tempête. Récif apparaît en 1688. Il provient de Al-Racif, puis de l'espagnol Al-Racif. C'est le quai, le trottoir pavé, la rangée de pierres dans un cours d'eau. C'est une appellation donnée à toute proéminence dans l'eau et plus particulièrement dans la mer. C'est ainsi que récif a pris le sens de rocher et d'écueil. Cependant, les rivages ont permis une prolifération végétale spécifique. En 1440, il est question de Orseille, Orrala, par l'intermédiaire du catalan Orcella, et le nom donné à une variété de lichen se répandant sur les côtes rocheuses. On relève également, un peu plus loin, salicorne, qui désigne une plante herbacée proliférant sur certains terrains salés du Méditerranéen. En 1200, tamaris, tamr, puis du latin botanique tamariscus. Le mot indique un arbre pittoresque donnant des dattes et croissant dans les régions méditerranéennes. À propos de plantes, nous pouvons ajouter celles qui servent à épicer les poissons pour en faire des mets succulents. En 1100, safran, venant de zafaran, puis du latin médiéval safranum,
dont les stigmates sont utilisés pour leurs propriétés odorantes et colorantes, le jaune, comme vous savez. De ce mot ont dérivé safrané, couleur jaune, safrané papillon à ailes jaunes, safranière, les plantations de safran, safranique, qui évoquent le safran, et safranine, terme utilisé en chimie. Autre terme, curcuma, dérivé en 1559 de l'espagnol curcima et de l'arabe corcon, et une herbe très vivace et ornementale aux fleurs odorantes jaunes dont est tirée une matière colorante pour accompagner certains plats. Curcumine indique la couleur ocre, comme vous le savez. Ambre est un emprunt dès 1200 au latin médiéval amber, provenant d'ambar, désignant la substance précieuse et parfumée fournie par les sécrétions intestinales des cachalots. Par extension, il indique un parfum délicat et une couleur, le gris. Ambré, amber, ambrette, ambréine. D'autres termes, boutargue, qui apparaît en 1441, découle de l'italien botarga et du provençal butargo, dérivant de l'espagnol botagra, dont l'origine est boutarih, qui a le même sens œuf de poisson séché ou fumé. Voilà, donc, je vais pas, cet apport se manifeste donc tout d'abord par, tout ça, j'en ai parlé, la géographie climatologique a, elle aussi, pour sa part, emprunté mousson, mausem, qui veut dire saison, période, et qui évoque les vents caractérisant chaque saison. Il est parvenu à la France en 1622 par l'intermédiaire du portugais Maucio et le néerlandais Manson. Il désigne en français le vent tropical régulier soufflant alternativement pendant 6 mois de la terre vers la mer et pendant les 6 autres mois de la mer vers la terre. À propos de vent, on pourrait aussi ajouter à cette liste Sirocco, qui apparaît dès le XIIe siècle après avoir transité par l'italien Sirocco pour indiquer un vent de sud-est chaud et sec soufflant du désert vers les côtes méditerranéennes, car il est emprunté à l'arabe Sharruq, lever du soleil, Sharq, dérivé de Sharq, c'est-à-dire l'Est. Voilà. Ça va? Ok, très bien. Merci. Merci pour votre attention. J'ai fait ce que Merci infiniment d'avoir rappelé, Madame Bakar, que les idées et les mots ne reconnaissent pas les frontières. Effectivement, les langues sont les témoins de l'interculturalité qui traverse les époques et dont on n'a pas conscience très souvent. Merci infiniment. Voilà. La parole est au professeur Sadr Boubacar, s'il est avec nous. Je suis avec vous. Moi, je vous vois. Et dommage. Malheureusement, nous sommes frustrés parce que nous ne vous voyons pas, mais nous vous écoutons. Très bien. Donc, on y va. C'est pas un problème. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs de ce colloque, qui est à la fois un hommage scientifique et amical pour Raja. Je remercie bien sûr tous ceux qui ont participé ou qui ont permis la tenue de ce colloque, des gens de la Fondation, Mahmoud, je pense en premier lieu, et à tous les collègues qui sont là. Ça m'a permis de vous voir, même si vous ne voyez pas
des gens que je n'ai pas vus depuis longtemps, comme le professeur Lemas, que je salue, ou Bernard, ou d'autres. Dans l'histoire de chaque société, il y a toujours des événements qui marquent ou qui s'inscrivent dans la mémoire collective, et les événements eux-mêmes ne changent pas. Ils sont inscrits dans la pierre, ils sont inscrits dans la mémoire. Ce qui change, ce sont les explications parfois, mais surtout ce sont les interprétations. Et le récit d'un chroniqueur ou d'un historien dépend d'un tas de facteurs, disons, de conjoncture, du temps où il écrit. Et je voudrais justement, à partir de cette réflexion, aborder le sujet que j'ai annoncé, à savoir les événements de 1534-1535 à Tunis, et la manière dont les chroniqueurs locaux ont rendu compte de ces événements. Je rappelle, pour juste indicatif, 1534, c'est l'expédition de Khaireddin Barbarousse qui a pris Tunis, avec une armada envoyée par le sultan, et qui a permis à la fois, pendant un temps, de renvoyer la dynastie Hafside et de rattacher le sultanat Hafside à l'Empire ottoman. Et la deuxième date, 1535, c'est l'arrivée de l'armada de Charles Quint à Tunis pour prendre Tunis des mains de Barbarousse, d'où les batailles de la Goulette, on en a parlé tout à l'heure, les batailles de la Goulette, et puis la défaite de Khaireddin et sa fuite vers l'Algérie. Et cette campagne a permis, pour 39 ans, disons, la signature d'un traité de protectorat espagnol sur l'État hafside. En fait, les sources utilisées, je ne vais pas les détailler, mais je les indique simplement. Bien sûr, les chroniqueurs classiques qu'on a à Tunis, les Ibn Abi Dinar, Al-Wazir al-Sarraj, Sraïr ibn Youssef, Hamoud ibn Abdelaziz, Mekdish, Ibn Dief, et auxquels on peut ajouter les mémoires de Khaireddin Barbarousse, qu'on appelle les Ghazawat ou les Razia, ou les conquêtes pour d'autres, et qui complètent un peu les récits qu'on a à partir des sources tunisiennes. 1734. C'est la première grande expédition ottomane en Méditerranée occidentale. Il faut avoir en tête cet aspect-là. Elle a été célébrée dans l'Empire et dans les sources écrites de l'époque comme une grande victoire, une victoire de l'islam sur les impies et les mécréants. Les impies, ce sont les chrétiens, les mécréants, ce sont les hafsides. Voilà, c'est clair et net dès le départ. Mais une année après, en 1535, après la défaite de Khaireddin Barbarousse et la conquête de Tunis, le ton de la présentation de cet événement a changé. Et on essaie de lui retirer tout lien avec le sultan. On verra tout à l'heure dans le narratif comment les choses ont évolué, et on a focalisé l'analyse de cette conquête de 1534. On essaie plutôt de voir quelles sont les raisons qui a donné l'ordre pour essayer de préserver le prestige du sultan. Les chroniqueurs, là aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est Bostan Chalabi, c'est Nassouh Matraki, etc., qui sont contemporains des événements, qui justifient cette conquête par un ordre donné par le sultan pour punir les émirs hafsides, qui sont les amis des Espagnols. Voilà, le temps est en train de changer. La deuxième source, c'est celle des mémoires de Khaireddin lui-même, les mémoires de Barbarousse, qui, lui, refute l'ordre sultanien. Ce n'est même pas le sultan qui a donné l'ordre, mais il ne dit pas qui. Tout simplement, il dit que le sultan a mis à sa disposition une flotte pour attaquer les pays chrétiens, mais les mauvais temps l'ont conduit vers Tunis. C'est comme les films où on met le fou au milieu quand le scénario est faible. Pour un navigateur comme Khaireddin, c'est un peu facile. Et dans les récits, de plus en plus, on ignore le rôle
qu'aurait pu jouer, ou qu'a joué Ibrahim Bacha, c'est-à-dire le grand vizir, qui a été tué par le sultan. À partir de ce moment-là, son rôle disparaît complètement. Au milieu du siècle, vers 1550, après la mort de Barbarousse, les ennemis de Barbarousse, qui étaient nombreux au palais ottoman, commençaient à parler autrement de cette conquête, en disant que le sultan a confié une flotte à Khaireddin pour attaquer les chrétiens, mais celui-ci l'a détourné vers Tunis pour satisfaire ses ambitions personnelles et pour se venger des Hussites. Voilà comment on commence à interpréter autrement l'événement. Et puis, vers la fin du siècle, une fois que les trois protagonistes de l'événement, Barbarousse, le sultan et Khaireddin Bacha, ont disparu, l'événement pratiquement disparaît des chroniques ottomanes. Quand on essaie de regarder du côté des chroniques tunisiennes, les chroniques tunisiennes, elles commencent tard, c'est-à-dire le Bidinar, 1680 à peu près, fin du XVIIe siècle, c'est-à-dire 8 à 9 générations après l'événement. Et là, on a le récit de Bidinar qui est une sorte de récit matriciel pour beaucoup de choses pour les chroniqueurs qui l'ont suivi. Pour Ibn Bidinar, la bataille ou la campagne de 1534, c'est une bataille qui a été, c'est une campagne qui a été ordonnée par le vizir Ibrahim Bacha. Ce n'est pas le sultan. Et que cette explication a été relayée par les chroniqueurs suivants. Le vizir reprend exactement la même chose. Et au milieu du XVIIIe siècle, on commence à parler autrement de cette conquête. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les chroniqueurs du milieu du XVIIIe siècle ont eu accès à des sources autres que celles de Bidinar, de Loisir, c'est les sources ottomanes, et qu'on commence à modifier un tout petit peu l'explication de cette... L'ordre sultanien est revenu dans les écrits, mais ce qu'on reproche, c'est que Khaireddin aurait confisqué justement l'opération en ce nom. Les chroniqueurs suivants, Mekdish, fin du 18e, début 19e, le Mabidiev, Mekdish est peut-être le plus intéressant parce que, sans avoir accès lors de son voyage en Égypte à d'autres sources, et pour la première fois, on trouve dans cette chronique une justification autre que celle qu'on a donnée, à savoir que l'Empire ottoman avait besoin d'un port de relais dans le détroit entre les deux bassins de la Méditerranée, et c'était Tunis. Et pour hiverner, effectivement, et puis c'est le premier de nos chroniqueurs à mentionner le rôle de Rachid, qui est le frère de Khaireddin, qu'il a voulu utiliser quand il est arrivé en 1534, pour essayer d'avoir la sympathie de la population. Quant à Bendiev, au milieu du XIXe siècle, plus la distance est grande, les distants temps par rapport à l'événement, plus les chroniqueurs sont plus affirmatifs. Pour Bendiev, les Hafsides étaient les alliés des Espagnols, Khaireddin Barbarousse était le maître de l'expédition, et Al-Hassan, impuissant, a abandonné le pays. C'est clair et net, on est dans le récit de Barbarousse, pratiquement, on y revient. Donc, ça, c'est une première vision du premier événement. Le deuxième événement, c'est-à-dire quelques mois après, 8 mois après à peine, Charles Quint arrive à Tunis avec une armada imposante. Et il arrive au bout de 3 batailles, la Goulette, la bataille de Tunis, et puis après à battre Khaireddin qui s'enfuit à son tour. Je ne reviens pas en Europe, cet événement a été glorifié, il y a un tas de choses qui ont été mentionnées, mais aussi d'autres. C'était une bataille glorieuse pour Charles Quint et la chrétienté. Dans les sources locales, c'était un malheur, effectivement, et les points de vue ne sont pas les mêmes. Mais ce qu'on trouve d'assez curieux, c'est la manière dont les récits de 1535 et de 1534 sont faits. C'est-à-dire qu'on focalise essentiellement sur qui a donné l'ordre de l'expédition, quel est le rôle de Hassan, et puis le malheur du sac de Tunis qui a été
la tragédie dont les sources parlent. Le problème de qui est à l'origine de cette expédition. Dans les mémoires de Khaireddin, qui est quelqu'un de bien informé en général, qui a un bon service d'espionnage, et dont il faut prendre souvent les mémoires au niveau de leur état d'information comme une source assez intéressante à retenir. Pour Khaireddin, une fois Al-Hassan s'est enfui en 1534, il a contacté l'ordre de Malte pour qu'il intercède auprès du vice-roi de Sicile pour une éventuelle aide à récupérer son trône. Et bien sûr, cette demande devait passer d'abord par le pape et aussi par Charles Quint. Ça demande du temps. Sauf que lui-même, Khaireddin dans ses mémoires, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Charles Quint avait l'intention de lui reprendre Tunis depuis longtemps. C'est-à-dire au début, tout à fait au début de l'information quand elle est arrivée à la cour espagnole. Et le conseil aussi par les sources, je dirais, européennes, c'est qu'il y a une chronologie quand même assez intéressante à reconstituer pour essayer de comprendre est-ce qu'il y a eu ou non une demande d'appel de Hassan à Charles Quint. Pour les chroniqueurs tunisiens, comment est-ce qu'ils rapportent les raisons de cette expédition? Ils sont unanimes sur un point. C'est que c'est Al-Hassan qui a fait appel à Charles Quint. Il lui a demandé d'envoyer une flotte. Le roi d'Espagne s'est exécuté et c'est ainsi que les choses se sont passées. Le reste des informations sont de l'ordre du symbolique. Les chroniqueurs brodent chacun à sa manière ou selon son inspiration littéraire ou ses prises de position politiques. Mais ils sont tous convaincus, effectivement. La seule différence qu'il y a, est-ce que c'est Charles Quint est venu à Tunis ou pas? Selon les sources, pour les uns il est venu, pour d'autres non. D'autres suggèrent qu'il serait là. Pour d'autres, Al-Hassan est parti en Espagne. Il a résidé 7 jours, il a amené beaucoup d'argent et il a convaincu Charles Quint pour lui envoyer une flotte. Et je pense que là, il y a une confusion un peu avec le départ de Hassan en Italie en 1543 plus que 1535. D'autres se posent la question, est-ce que ces contacts ont eu lieu matériellement, une présence réelle, ou bien en échange épistolaire? Mais de toutes les façons, ils sont tous convaincus que c'est Al-Hassan qui est à l'origine de l'arrivée de cette flotte de Charles Quint. Et c'est une question, comme j'ai expliqué dans un autre endroit, qui mérite discussion. Et de toutes les façons, les chroniqueurs sont tous unanimes là-dessus, tous les locaux, c'est que c'est à la demande d'Al-Hassan que la flotte est arrivée, et il a payé beaucoup d'argent pour cela. Le troisième point dans ces événements, en fait, les sacs de Tunis. C'est-à-dire, une fois la bataille de la Goulette terminée, une fois se poser le problème, est-ce que les armées espagnoles ou impériales est rentrées dans la ville ou pas? Là aussi, c'est un point important parce que c'est là où se déroule la grande tragédie du sac de Tunis qui s'est déroulé entre le 21 et le 23 juillet 1535. Quand on voit les sources locales, là aussi on trouve la matrice de Nabitina. Khaireddin a failli gagner la bataille, mais il a eu 2 trahisons. Celle des partisans de Hassan et des captifs chrétiens qui étaient dans la ville, qui ont trahi le sultan. Qui ont trahi plutôt le Khaireddin, et il est parti. Le récit de Nabitina, en fait, il se résume en 4 ou 5 points. Et il est intéressant de le dire parce qu'on le retrouve chez les autres chroniqueurs, plus ou moins discutés. Al-Hassan est revenu à la Casbah, réintronisé par Charles Quint. La population a repris confiance, elle a repris ses activités.
Mais elle fut surprise par les armées chrétiennes qui ont dévasté la ville, ont tout saccagé, tout pris. Une partie de la population est partie vers Zagouan pour se réfugier, et les fuyards ont été pratiquement réduits à l'esclavage, ou presque, aussi bien par les chrétiens que par les tribus qui entouraient la ville. Et il termine son paragraphe. C'est le sultan Hassan qui livra la ville aux chrétiens pour 3 jours. Et cette idée, on la retrouve pratiquement chez tous les chroniqueurs par la suite. Pour les chroniqueurs, la seule différence, à la limite, c'est combien de captifs il y a eu, est-ce que Hassan a livré des esclaves ou des captifs à Charles Quint, tout ça, mais tout ça, c'est des détails. Tous, ils sont unanimes sur le fait que c'est le sultan qui a livré la ville aux chrétiens, sauf Bendiev. Bendiev, à la fin, donc on est au 19e siècle, qui introduit une nuance. La nuance est la suivante, c'est que Hassan est revenu à Tunis avec Charles Quint. Il a accordé une garantie de paix, l'amen, à la population, d'où la trahison par la suite. Et ce sont les Espagnols qui ont exigé le sac de la ville, et le sultan l'a accepté. Et il ajoute, cette décision du sultan, il l'a prise tout seul, sans consulter qui que ce soit. Donc le sac est une exigence espagnole. Al-Hassan assume toute la responsabilité de son acceptation. Et c'est là que on retrouve le narratif qui s'est mis en place, basé sur la trahison et la confiance d'Al-Hassan vis-à-vis de ses sujets. Et il a trahi ses proches aussi, parce qu'il ne les a pas consultés. Là aussi, quand on confronte ce récit avec les sources européennes de l'époque, on se rend compte que le sac de Tunis, Hassan n'y avait rien à voir pratiquement. Il ne pouvait rien faire, ni lui ni Charles Quint, pour l'arrêter. Mais c'est le narratif qui a été construit depuis le XVIe siècle, depuis le XVIIe, jusqu'au XIXe siècle. Et je termine par un dernier point. Une seule chose qu'on retrouve sur laquelle les chroniqueurs sont unanimes, c'est que le traité de 1535 n'existe nulle part. Aucun chroniqueur n'en parle. Alors, on sait, la campagne de Charles Quint s'est terminée, et il y a eu un traité qui a été conclu le 6 août 1535, un traité qui transformait le royaume abside en une sorte de protectorat, avec même le risque de perdre la souveraineté s'il ne remplit pas les conditions du traité, qui donne des points d'installation de troupes espagnoles, etc. Je ne reviens pas sur les détails du traité. Et puis, c'est un traité qui n'est pas limité dans le temps. C'est un point important. Je vais pourquoi dans un instant. Alors, pourquoi ce silence? Je pense que l'explication à ce niveau-là, il faut revenir à des tabous dans la culture des chroniqueurs musulmans, en général. C'est que dans la tradition politique ou dans les relations internationales des États musulmans, un prince musulman ne peut ni établir un sulh, ni mu'ahada, un traité ou une trêve, ni une sorte de paix durable avec un État non musulman. Donc, un traité illimité dans le temps ne peut pas exister pour un État musulman, même si cet État est honni. Un prince musulman ne veut pas signer ce genre de traité, même si c'est le cas d'Al-Hassan, dont on noircit complètement l'image. Et si un prince, pour une raison ou une autre, n'a pas de rapport de force en sa faveur et est obligé d'accepter un traité, il est appelé à faire en sorte que le rapport de force se renverse et qu'il rejette justement ces traités signés. Donc, le traité de 1535 transgresse tous ces interdits, et c'est pour cela probablement
effectivement que toutes les chroniques n'en parlent pas. Donc, on accable Al-Hassan, ça c'est de bonne guerre. On ménage les responsabilités du sultan pour d'autres. Et le problème reste quel crédit accorder justement à ce genre de texte pour un historien. Je pense que ce sont des textes intéressants. Ils nous montrent toute la perception, je dirais, qu'on peut avoir d'un événement, l'évolution qu'on peut avoir d'un événement sur le long terme, parce que voir comment effectivement l'événement traverse les siècles, ou son récit, le récit que l'on fait traverse les siècles. Et dans le cas présent de nos chroniqueurs, qui sont tous pro-ottomans, dans un régime, que ce soit les Mouradites, que ce soit les Husseinites, ne peuvent pas aller à contresens complet, et je termine dans même pas 30 secondes, la responsabilité ou l'objectif de ce récit, il est clair. Les Hafsides, il faut les décrédibiliser, et le sultan Al-Hassan, en premier lieu, est responsable de toute cette tragédie. Et je vous remercie. Je pense avoir tenu le temps. Merci, professeur Boubacar. Alors, la séance était censée se terminer à 13 h, débat compris. La question que je vous pose, est-ce que vous avez encore la force de débattre des communications qui ont été présentées et qui sont toutes intéressantes? Alors, on ouvre le débat. Donc, on commence avec Madame Raja Bahri, le professeur Raja Bahri, qui pose une question à Saad Boubacar. Et une question à Sofiane, si tu permets bien. D'abord, je vous félicite tous pour ces communications brillantes et pour Saad Boubacar qui a travaillé à partir de sources autres que ce que je connais. Je voudrais savoir si dans ces sources, Saad Boubacar, as-tu trouvé des captifs, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de jeunes, d'enfants, de femmes qui ont été emportés lors de la conquête de Charles Quint. Est-ce que dans ces chroniques, as-tu trouvé quelques captifs? Et pour Sofiane, comme pour le père Jiménez à Alger, quand il a été accusé d'espionnage. Est-ce qu'il y a quelque chose qui le prouve dans le manuscrit? Est-ce qu'on voit quelque chose? Et quel rapport avait-il avec les autorités algériennes de l'époque? J'avais expliqué ce matin qu'il avait de très bons rapports à Tunis, il entrait partout, il était très bien reçu, il n'y avait aucun problème, mais quel était son cas à Alger? Merci. Aïcha Brahim, oui. Ah, j'aurais une question à vous poser, si Boubacar. Est-ce que cette violence finalement de 1535, Charles Quint, la guerre, etc., l'extermination presque de la population de Tunis, la déliquescence, si vous voulez, du dernier roi Hafside, la traîtrise, tout ce que vous voulez, mais surtout la déliquescence territoriale et sociale, ne sont-elles pas déjà des prémices à ce que sera la colonisation occidentale dans cette partie de la Méditerranée? Merci, Madame Brahim. Monsieur Mounir Fendel, professeur Mounir Fendel. On va réunir les questions et ensuite on donnera la parole aux conférenciers. Juste une petite remarque pour ceux qui travaillent sur les manuscrits de Jiménez, tant en Algérie qu'en Tunisie. Je recommande, je propose enfin que ceux qui travaillent là-dessus s'intéressent aussi, voient aussi du côté d'autres étrangers qui ont été dans la même époque à peu près, tant en Algérie qu'en Tunisie. Je parle bien sûr
du docteur Shaw, mais aussi de Peyssonnel, qui a fait beaucoup d'excursions avec Jiménez en Tunisie, mais aussi j'attire là peut-être l'attention sur des voyageurs qui ont été en Algérie, en Tunisie en 1732 et à Tunis, ce sont des Allemands, un certain Hebenstreit et un autre un médecin et botaniste du nom de Ludwig. J'ai consulté, j'ai travaillé sur leurs manuscrits et ils peuvent aider aussi à mieux comprendre Jiménez, surtout les Allemands qui ont aussi connu Jiménez et l'ont cité aussi. Voilà. Merci, Mounir. Alors, d'autres questions? Pardon. Autrement, nous allons donner la parole d'abord au professeur Saad Boubakr. S'il est là. Donc, je vous remercie pour ces 3 questions. Concernant les captifs, il y a une année presque, on en a déjà parlé à cet endroit. Et dans les chroniques qu'on a, il n'y a pas de... Il y a des chiffres. Certains parlent de... Hassan aurait donné 70 000 captifs à Charles Quint. On le sait par ailleurs que dans les sources européennes, on a au bas mot 10 000 captifs qui auraient été faits à cette occasion. Mais on trouve des traces de ces captifs un peu partout sur les marchés européens, que ce soit à Palerme, que ce soit à Naples, que ce soit à Malaga, etc. Il y a quelques travaux qui ont été faits là-dessus, mais pas de nom. On n'a pas de nom, sauf par la suite, on a quelques noms de gens qui ont été rachetés. J'avais expliqué ceci dans le papier de l'année dernière sur les captifs. La deuxième question, celle de Aïcha Ibrahim. Est-ce qu'il y a une extermination de la population? Non, extermination, non. Parce que dans Bnabinira, vous avez une célèbre phrase qui a été reproduite partout. 1/3 de la population a été capturée, 1/3 de la population a été tuée, et l'autre tiers s'est évaporé et puis il est revenu. C'est peut-être un tiers, c'est un peu exagéré peut-être, mais c'est sûr que ça a été une tragédie humaine pour laquelle on n'a pas tout à fait ni des listes complètes, ni des chiffres, du moins pas à ma connaissance. Est-ce que c'est le prémisse de la colonisation européenne? 3 siècles et demi qui séparent les 2 protectorats espagnols et français, c'est peut-être pas forcément, c'est pas la même logique. C'est pas la même logique, mais le traité de 1535, c'est le premier traité de protectorat qui a été imposé disons, au territoire tunisien, à l'époque le sultanat hafside, avec des conditions que l'on peut d'ailleurs comparer les 2 traités de 1535 et de 1881, et vous verrez qu'il y a beaucoup de ressemblances au niveau de la conception de ce type de traité. Mais ce n'est pas une colonisation telle qu'on l'a vue par la suite au XIXe siècle. Là, c'est une présence. Braudel disait ça, j'ai oublié la phrase exacte, mais l'occupation restreinte. En fait, elle n'est pas aussi restreinte que cela, mais ce n'est pas la colonisation parce qu'il n'y a pas ni une présence, je dirais, massive de population, ni une mise, disons, une conquête complète de l'espace concerné. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la... Merci, professeur Boubakr. Professeur Melki, vous avez des choses. Bien sûr. Je tiens tout d'abord à remercier Madame Raja Yassine Bahri pour la pertinence de sa question. Comme j'avais signalé en amont concernant le père Jiménez, il arriva en 1717. La place fut espagnole et après elle fut récupérée par le dey de Mascaram, Mustafa Bouchleram. Donc une fois intramuros de la place,
et les autorités avaient peur d'une tentative de récupérer la place. Automatiquement, il était accusé d'espionnage, ce qui était le cas en 1732. La place fut récupérée une fois, enfin une deuxième fois, reconquise par les Espagnols en 1732 jusqu'à 1792. Mais paradoxalement, à son séjour oranais, je dirais qu'une fois à Alger, il était très bien accueilli, il avait une très bonne relation avec l'élite intellectuelle, il avait une très bonne relation avec les autorités. Il accéda à ce qu'il appelait El Palacio del Dey, le palais, la maison du Dey. Il avait une très bonne relation avec les membres du divan. Il organisait aussi des sorties extramuros de la ville. En contraste, si on va contraster un peu le séjour de Jiménez à Alger et bien sûr à Tunis, on note qu'Alger, il a fait une seule sortie. Il est sorti extramuros de la ville une seule fois, en direction de Blida. Il est parti à Blida, la petite ville de Blida, une ville créée par les Maurices, expulsée par Philippe III d'Espagne, pour acheter des tables et du ravitaillement pour des captifs qui étaient à la place à Alger. Donc du coup, pour mettre en relief tout ça, il avait une très bonne relation par rapport à Oran. Et concernant son séjour, il était très bien accueilli. Et voilà, grosso modo, c'est concernant le séjour, enfin les 3 années de Jiménez à Alger. Et je voudrais aussi remercier M. Mounir Fendi pour son observation concernant les chroniqueurs contemporains de Jiménez. Effectivement, Thomas Chaud, on connaît la chronique de Thomas Chaud et ce serait bien de faire un travail contrastif et pourquoi pas une autre recherche sur la chronique de Thomas Chaud. Je vais donner la parole aux intervenants au cas où ils voudraient ajouter quelque chose ou poser eux-mêmes une question. Alors, professeur Bernard Vincent, si vous voulez intervenir pour ajouter quelque chose. On ne vous entend pas. Hein? Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît, professeur Vincent? Parce qu'on ne vous entend pas. Vous m'entendez là? Ah, là, c'est bon. Bon, excusez-moi. Je voulais faire un commentaire à propos du concept d'occupation restreinte qu'a évoqué Sadok Boubaker en disant que Fernand Braudel l'avait utilisé. Ce que je voudrais préciser, c'est que ce concept, c'est un concept de la colonisation française qui a été créé au XIXe siècle. Je ne sais pas, je ne pourrais pas dire qui a employé ces termes pour la première fois, mais il date au moins du milieu du XIXe siècle. Il a été repris par plusieurs personnes et par plusieurs chercheurs, et en particulier par tous ceux qui ont publié, par les historiens qui ont publié des travaux dans la revue africaine. C'est ainsi que Braudel l'a découvert. Et en particulier, Braudel, dans son premier article qui date de 1928, il cite assez allusivement, mais il le cite, Paul Ruff, qui est l'un de ses auteurs. Donc, c'est un concept qui a eu une vie fort longue, qui remonte au moins au milieu du XIXe siècle. Merci infiniment. Professeur Lomas, vous n'avez pas quelque chose à ajouter? Professeur Caprioli? Rien à ajouter. Merci à tous. Donc, on reprend à 15h, c'est cela? Après le déjeuner. Merci à tous les intervenants. Merci à vous. Et bon appétit.